Très chaleureusement, Wes Anderson qui nous fait l'amitié d'être ici avec nous aujourd'hui. Accompagné de Anaïs Bouchet qui va faire la traduction, l'interprétariat. Merci d'être ici avec nous. Je vais parler en français et Wes va parler en anglais, mais grâce à Anaïs, nous aurons toute la subtilité de sa pensée en direct avec nous. Et voilà, c'est un grand honneur. C'est pour nous un grand moment vous avoir ici sur scène avec nous. Après 2 années de travail sur l'exposition, de vous plonger dans toutes vos archives, de pouvoir avoir une discussion avec le public, c'est un moment très important pour la Cinémathèque. Que les cinéastes viennent accompagner les projets, c'est une rencontre formidable, c'est une très belle opportunité pour nous. Et on vient de voir tous Asteroid City, donc l'idée c'est de partir un petit peu de ce film, parce qu'on l'a tous vu, et comme je le disais au départ, c'est un film qui peut-être tisse des liens avec d'autres films, c'est un film qui, de manière assez magnifique, dialogue avec l'ensemble de l'œuvre de Wes Anderson, mais comme on a vu ce film ensemble, je pense que c'est très bien de pouvoir commencer par des questions qui ont à voir avec ce film-là. J'avais lu, très peu de temps après la sortie du film, que ce film, pour vous, l'idée originale, l'idée de départ, c'était de rendre hommage à ce monde du théâtre new-yorkais des années 50, qui était un moment particulièrement riche, un moment presque révolutionnaire, un moment d'expérimentation. Alors est-ce que c'est vrai? Et pourriez-vous nous dire pourquoi vous aviez envie de rendre hommage à ce monde du théâtre des années 50? Yes, well, I don't even know if I would think it's an homage. It was, I realized that for me, Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift, when I started making films, these actors, they were as present for us, for me and for Owen Wilson, who was my friend who I started making movies with. They were as important to us as the actors of that moment, and they were in fact from 40 years earlier. But they were such an influence on the Robert De Niro, Al Pacino generation, and those people were such an influence on the ones that were our age, that they were sort of immediate for us. And the films of Kazan and the world around those movies, the theater world that those films and those actors come from, they were kind of central for us. So I think it was somehow automatic to eventually go into that world for me. It's something I just have been thinking about for a long time. Maybe I'll let Anaïs translate. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un hommage, mais simplement c'était une évidence parce que des acteurs comme Marlon Brando, James Dean et Montgomery Clift, quand moi j'ai commencé à faire des films, ils étaient aussi présents pour Owen Wilson, qui est mon partenaire de toujours, avec qui j'ai commencé, et moi-même, que les acteurs que nous on voyait à notre époque, et ils ont eu une telle influence sur ensuite les De Niro, Pacino, toute cette génération-là, et ensuite la génération des acteurs de notre âge, que pour nous on a immédiatement fait ce lien, et Elia Kazan qui a fait des pièces et des films, et pour nous c'était totalement central, donc automatiquement on a eu envie de retourner à tout ça. C'est à la fois sur les acteurs, évidemment, aussi sur les metteurs en scène. Il faut dire que le thème du théâtre, il traverse aussi un petit peu toute votre œuvre. Là, c'est très visible, évidemment. Le traitement des décors, par exemple, nous y fait immédiatement penser. Mais quand on se replonge dans votre filmographie, on se souvient que dans Rushmore, le jeune personnage de Jason Schwartzman, Max Fischer, fait du théâtre, commence par faire du théâtre, ce qui était d'ailleurs votre cas aussi, à vous, quand vous étiez jeune au Texas. Est-ce que c'est quelque chose qui a continué toujours de vous inspirer? Ça semble avoir un peu disparu de certains de vos films, et ça revient dans Asteroid City, mais est-ce que c'est une référence très importante, le monde du théâtre, pour vous? Yes, I know. I think, I've always, when I was very young, I always wanted to be a part of the theater. I wrote little plays when I was very young, but not when I was older, and I was always drawn to the theater. I've never been a part of it. I've never directly been a part of the legitimate theater.
And somehow I'm starting to become resigned to the fact that my version of the live theater is in cinema, and I think that's where it's probably going to stay. I've always loved the feeling of backstage. I love actors, people putting on makeup and telling a story on a stage. It's just a magnet for me. But I guess my way of engaging with it is to try to kind of capture it and to recreate the world of the theater rather than to actually be a part of it. Oui, moi j'ai toujours voulu vraiment faire partie de ce monde du théâtre. Plus jeune, j'avais écrit des petites pièces. J'en ai pas écrit ensuite à l'âge adulte, mais j'ai toujours été attirée par ce monde. J'ai jamais pu vraiment y participer totalement directement, et je crois que je me suis peut-être résignée à l'idée que ma version à moi du théâtre, elle se situe dans le cinéma et qu'elle y restera. Mais j'ai toujours aimé les coulisses. J'aime vraiment cette sensation de voir des gens qui se maquillent, qui se griment pour aller raconter une histoire sur scène directement. C'est quelque chose d'assez magnétique pour moi, mais ma façon à moi, c'est de le saisir et de le recréer en fait au cinéma. D'ailleurs, en parlant de recréation, il y a de très belles scènes ici en noir et blanc qui sont effectivement les scènes où on voit à la télévision la recréation fictionnelle de la préparation, de la création de la pièce de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces scènes en noir et blanc? On pense un peu à ces émissions de télé américaines comme Playhouse 90 par exemple, qui étaient tournées en direct en plus au début. Voilà, d'où vous est venu ces décors absolument impressionnants et où est-ce que ça a été fait concrètement, si vous pouvez nous en dire plus, dans un studio visiblement, mais où exactement et avec quels moyens vous avez réalisé toutes ces scènes très emblématiques du film? So that's why I was drawn to those kind of television productions. You know, it isn't like I grew up seeing those, but because there's so much cinema that relates, you know, some of those directors who were putting on those kind of programs in America were Sidney Lumet and John Frankenheimer, and I think Friedkin did some of those, and who else, you know. I once met this one, do you remember Delbert Mann? Do you remember that? Do you know that director? He directed Marty. Delbert Daves? No. No, Delbert Mann. Delbert Mann, yes. I mean, you think of Anthony Mann, but Delbert Mann is another one. He directed Separate Tables, and he directed Marty, with Ernest Borgnine, which was originally with Rod Steiger on maybe Playhouse 90. Okay. Anyway, he came and spoke at my high school. And he must have been 90 years old. So he's the first film director that I met, and he's one of the ones that came from television into cinema. I think so. For me, I love those kind of productions. They were live usually, and they were like theater. I'm drawn to that. Why are we drawn to it? There's an excitement about the live production, but there's also tremendous risk and danger in it. I guess that's part of the excitement. I love to have an editing room where we can go and spend 6 months fine-tuning it. But there's something electric about the live production. And then also, what I'm interested in, I guess those, even though it's the directors I mentioned, it was more of a writer's medium. And you see it also in English television productions, maybe in the 70s and 80s especially, the early Stephen Frears and some of the John Schlesinger is what? Alan Clark also. Alan Clark, my favorite, Alan Clark. And those are all those productions, they begin with the writer. The name of the writer is what comes up front, even though they're connected by directors. Okay, nice. I love that we have electric guitars and we've got everything we need here. This could go any direction. C'est pour une projection juste après. Bring it to life. Si vous voulez rester, c'est pour une projection d'un film de Lubitsch, un film muet de Lubitsch qui va être accompagné par une création musicale. Avec the Fender Stratocaster and jazz bass. Très bien. Oui, ces productions télévisuelles, comme vous mentionniez, c'est des choses que j'ai pas vues en direct moi enfant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités du cinéma qui sont passées par là, Lumet, Frankenheimer, même Friedkin, je crois, à ses débuts. Et le premier cinéaste que moi j'ai rencontré, c'était donc ce monsieur Delbert Mann, qui est venu parler dans mon lycée. Et donc toutes ces personnes-là venaient au départ de ces productions-là. Et il y a une exaltation, c'était tourné en direct et c'était diffusé en direct. Et exactement comme au théâtre, il y a cette exaltation du direct
avec cette notion de risque de danger, alors que moi je passe 6 mois en salle de montage ensuite à peaufiner. Et ce que j'aimais aussi, c'est que c'était aussi un terrain de jeu idéal, et aussi où pour les scénaristes qui étaient particulièrement mis en valeur, les Stephen Frears et Schlesinger et Alan Clark ont vraiment aussi fait leurs armes là, et c'était d'abord le scénariste qui était indiqué au générique. It's great because French, I feel it takes more words to say this in French, but you're so fast. So it's great. On a parlé des auteurs, des écrivains, on a parlé de certains acteurs que vous avez cités, on n'a pas parlé d'actrices. Or, il me semble qu'il y a quelqu'un dont on devrait parler, c'est le personnage, évidemment, le double personnage de Scarlett Johansson dans le film, et de toutes les références qu'on peut y voir simplement en regardant ses costumes. Il y a d'autres éléments qui nous laissent à penser, évidemment, à qui elle peut faire référence, mais c'est vrai qu'elle a tantôt un costume très proche de celui de Kim Novak dans Vertigo, la scène du train, par exemple. Évidemment, on pense à Marilyn Monroe avec le flacon Chanel numéro 5, et puis aussi de ce qu'elle dit sur le métier d'actrice, la tragédie. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui se cache un peu pour vous derrière ce personnage multifacette interprété par Scarlett Johansson? Est-ce qu'on a raison d'y voir Marilyn Monroe? Est-ce que c'est une combinaison de plusieurs personnages ou pas? Yes, there's something, often some people say, were you making an homage, or what was the reference? And usually it is, I was just stealing it, because it's, the costumes are there to be stolen. The looks are available to us. So we want to give her a period look, something that connects to her character. And one way to do that is to do our own interpretation of something from the period or something, but another way is to use it directly. And I guess I do like the connection. I think they're great costumes, we have a couple of Grace Kelly ones from Hitchcock. I mean, Hitchcock, they were always great costumes in these Hitchcock movies. So I guess I like the connection, and the connection does mean something to me in relation to the film and the period, but also they're ready and they're made, they're already designed and they're perfect. That character also, because she's an actress and she's a stage and film actress in the movie, she's drawing on these real actresses, these real performances. I mean, that's where the inspiration for me and Roman Coppola was, for that character in particular. Jason's character has really nothing to do with cinema, but that character, it comes completely out of cinema. Roman is here somewhere. Where are you, Roman? Yes, that's Roman Coppola, who co-wrote the script with me for this film. On parlait d'hommage, mais là vraiment c'est de l'emprunt direct, presque du vol. C'est des costumes qui existent, qui ont une certaine perfection, qui sont à disposition dans l'imaginaire collectif et aussi au niveau visuel. Et pour recréer une époque ou évoquer une époque, en donnant un lien avec le personnage, on peut soit réinterpréter des looks ou des allures ou des choses comme ça, ou bien on peut vraiment directement y aller. Et ces costumes, et c'est vrai que des costumes comme ceux de Grace Kelly dans les films de Hitchcock sont superbes, et ils existent déjà, ils sont déjà conçus et parfaits tels qu'ils sont. Et comme c'est une actrice, en plus le personnage de Scarlett Johansson, c'est une actrice et de théâtre et de cinéma, elle-même on peut imaginer qu'elle s'inspire de ces grandes actrices qui ont été avant elle, contrairement au personnage de Jason, là c'est complètement différent. D'ailleurs, en parlant de costumes, dire que dans l'exposition, on a la chance de pouvoir avoir un certain nombre de costumes de ce film que vous avez supervisé et créé avec Milena Canonero, donc vous pouvez les voir en vrai et voir les détails. Dans le film, on voit, mais encore mieux peut-être dans le réel, quand on est très proche, la robe par exemple de Scarlett Johansson, celle peut-être inspirée de Grace Kelly dans Rare Window, à ces cactus dessinés. C'est absolument magnifique de les voir de près, je trouve. Et on a aussi le costume de Jason Schwartzman. Et d'ailleurs, sur ce costume, j'aimerais vous poser une question, parce que quand on l'a interviewé, Jason Schwartzman, il racontait que, selon votre souhait, et aussi parce que ça l'intéressait lui, il portait le costume tout le temps. Il n'était pas, disons, uniquement au dernier moment dans sa loge pour arriver sur le plateau. Il le portait dès le matin, il le portait à déjeuner, à dîner, le soir.
Qu'est-ce que c'est que c'est, voilà, d'où vient cette idée, la méthode de travail qui se cache derrière, c'est quoi pour vous? C'est une imprégnation du personnage, c'est assez unique, je crois, dans la méthode de cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et si c'est courant sur d'autres films ou pas? Yeah, I mean method. That's the key word. He was being method. You know, he was acting like a method actor. And you know, Jason is for us when we started the movie. The beginning of telling the story before we knew what it was we want to write something with Jason at the center. You know, Jason is such a unique and wonderful actor. And he and I are so connected since he was a teenager, and Roman is his cousin. So that was the center of the movie for us. When we were making the movie, Jason wanted to live in the movie the whole time we were shooting the movie, and so even if he wasn't in a scene, he went with us to the set, and he was always dressed as you see him in the film, and he was in character always. You know, for a director, that's the most fun in a way, is to have somebody who's just going to put their whole heart and life into the movie and believe in it like it's all really happening. Jason is like that. Oui, ben, méthode, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire qu'il se comportait comme un acteur de la méthode. Et parce que quand on a commencé à écrire le film, ce qu'on savait, on n'avait pas vraiment d'idée forcément très précise de tout, mais ce qu'on savait, c'est qu'on voulait que Jason Schwartzman soit au centre de cette histoire. C'est vraiment un acteur à part, c'est un acteur que je connais d'ailleurs depuis extrêmement longtemps, depuis son adolescence, et il est aussi par ailleurs le cousin de Roman Coppola. Et on voulait vraiment que ce soit lui le personnage central. Et lui, il avait envie de vivre dans le film, c'est-à-dire que même quand il ne tournait pas, les jours où il n'était pas là, quand ce n'était pas des scènes où il était présent, il était quand même sur le plateau, et il était sans arrêt donc, dans son costume, dans le personnage. Et ça, pour un cinéaste, c'est absolument génial de sentir qu'on a des acteurs qui vont mettre tout leur cœur et qui y croient vraiment. Jason est vraiment comme ça. So the Lubitsch, is there a whole series of Lubitsch that's happening right now? Yes, there is a retrospective of Lubitsch. Also Glauber Rocha and Lubitsch. I think that's the two main retrospectives now. And the Student Prince, that's a silent. That's a silent one, right? That's like late 20s, 20s, 28 or something. Le prince étudiant. Ah, le prince étudiant. Oui. That's the oui. Prince étudiant. Yes, the Student Prince. Yes, It's the Student Prince of Heidelberg, right? Is that what that's the and Sandro Coppi. That's a connection to Sandro here. Sandro did the paintings in the French Dispatch that Benicio del Toro's character plays. So if you go to the exposition here, you'll see the paintings of Sandro Coppi. And Sandro, I believe, was born in Heidelberg, like the character in the movie. Des liens entre toutes les choses qui se passent à la Cinémathèque, donc sur la rétrospective Lubitsch, donc ce soir le prince étudiant qui est projeté, Sandro qui est ici, donc qui a peint les tableaux que peint le personnage de Benicio del Toro dans The French Dispatch. Il est lui-même né à Heidelberg, donc comme le prince étudiant de Heidelberg, le film de Lubitsch. Yes, and Sandro also has another piece in the exposition, which I don't know. Have you been up there, Sandro? Yes, but Sandro did a book for us that's in Moonrise Kingdom. There's several book covers, and Sandro's is the one with an alien. Yes. Et donc il y a également plusieurs livres dans Moonrise Kingdom, et donc Sandro aussi a été celui qui a illustré une des couvertures de livres. On parlait de French Dispatch et du personnage de Benicio del Toro, le peintre. Et c'est vrai que Jason Schwartzman, il a souvent incarné pour vous aussi un personnage torturé, parfois un peu immature, mais passionné et artiste. On a déjà dit qu'il était auteur de théâtre très jeune, évidemment, dans Rochefort, mais avec cette passion pour l'écriture. Il est plus tard un écrivain bien plus confirmé dans Darjeeling Limited, avec un nouveau livre en cours dont l'accouchement est un peu douloureux. Et puis là, il est photographe, dans ce film-là, photographe de guerre, comme il le dit lui-même, mais on imagine un peu plus d'où vous vient cette idée d'explorer le thème de la photographie. Est-ce que c'est quelque chose la photographie vous accompagne beaucoup, vous intéresse depuis longtemps? Voilà, comment vous en êtes venu à l'idée de créer un personnage photographe? Est-ce qu'il y a des références d'ailleurs à la photo des années 50, comme le film se passe en 55? Est-ce qu'il y a des références à chercher, à trouver, qui vous importaient?
Well, I wonder, you know, originally, I mean, I can back up to our writing process. At one point, we were thinking that Jason's character was going to be someone like Arthur Miller. He was going to be a playwright who was crossing, and he was going to meet this character who has a bit in common with Marilyn Monroe. That was a bit of, but along the way, we sort of shifted and we started thinking more and more of someone like Robert Capa. I mean, I think Capa was really our inspiration, I think. And somehow I linked that to you know, we've mentioned the Magnum photographers at one point in our conversations. And it's, I mean, maybe you want to say, you might tell them more about what the Magnum, what they did during the Misfits, the photographers during the Misfits. Donc à l'écriture, on avait au départ pensé que le personnage de Jason pourrait être une sorte d'Arthur Miller, comme un dramaturge, mais petit à petit on a changé d'idée et on est passé sur l'idée d'un photographe qui serait un peu une figure à la Robert Capa comme modèle. Et donc moi je relie ça au photographe de l'agence Magnum et on a eu donc une discussion à ce sujet. Bah, effectivement, pour le rappeler, le film des Misfits, qui est d'ailleurs écrit par Arthur Miller, avec Marilyn Monroe, donc tout se recoupe, a été l'occasion d'inviter un certain nombre de photographes de la coopérative agence Magnum, les plus connus, qui sont venus, et comme Elliot Erwitt, comme Ingo Morat, il y en a beaucoup qui sont venus faire des photos, et Yves Arnold aussi, Cartier-Bresson, Cornel Capa, il y en a un certain nombre qui sont venus, et qui ont fait des photos magnifiques, qui ont été longtemps publiées. C'est un rare cas voilà, où il y a un tel foisonnement de photographies, et effectivement dans l'exposition on a rajouté un petit clin d'œil avec une photo de Yves Arnold représentant Marilyn Monroe, oui. Parce qu'on a parlé de Marilyn Monroe tout à l'heure, donc j'ai pas besoin de le réexpliquer, mais évidemment c'est un moment historique très important. I think it's the best photographed behind the scenes in the history of cinema, surely. One famous photographer after another on the set. I think they came in installments to photograph the film. But somehow I feel like that there was some connection to that. None of these things were, there's not some purpose for us to make this link. It's just us when we were writing it, kind of living mentally in the world, in a certain world, and that's part of that world for us. And the images that those photographers captured along with the movie, and the movie is you know, it's John Huston and Arthur Miller and Marilyn Monroe and Clark Gable and Montgomery Clift, and it's a group of people that have so much to do with what we were wanting to write about. Yes, I mean, I'll add one other thing about Jason's character, the photographer, but maybe I'll let Anaïs go first. Oui, effectivement, pour moi, c'est vraiment un exemple incroyable, des accès de photographie incroyables, de coulisses, de plateaux, et tous ces grands photographes qui sont venus. Et ça n'est pas forcément quelque chose que consciemment on voulait retranscrire, simplement c'était dans notre univers mental quand on était en train d'écrire le film, ça c'est certain. Ce film mythique de John Huston, écrit par Arthur Miller, avec tous ces grands acteurs, Clark Gable, Montgomery Clift et Marilyn Monroe, et donc ça faisait écho quand même quelque part à ce que nous on avait envie de raconter dans le film. Oui. I mean, our other link, a different photographer who developed into something else, but Jason's voice in the movie, I think we could say, it was Stanley Kubrick. You know, he was listening to Stanley Kubrick every day, and that was kind of the accent and sound, and a kind of, you know, the way he looks too. That was the other big inspiration for him. Et également, on a eu envie de lui donner aussi une coloration un peu à la Kubrick, donc avec sa voix. Et il écoute du Kubrick, et c'est l'accent qu'on a voulu lui donner, et aussi un petit peu son look. Une chose qui est aussi peut-être d'un point de vue d'un critique, en tout cas c'est quelque chose qu'on voit, je ne sais pas si c'était conscient chez vous au moment de le faire, c'est le dialogue que le film peut avoir aussi, alors avec vos propres films à vous du passé. On a parlé déjà de Rushmore, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans Rushmore, donc, qui est le premier film avec Jason Schwartzman, il est tout jeune, il joue un enfant qui vit avec son père, Seymour Cassel, la mère également est décédée, je dis également parce que c'est le cas aussi dans Asteroid City, et il m'a semblé qu'il y avait un conscient ou inconscient, je ne sais pas, un jeu de miroir entre ces deux films, et que le jeune Jason Schwartzman était devenu cet adulte, qu'il avait du coup lui
pourrait dire, être dans une posture paternelle, avec un enfant aussi passionné, comme je l'ai dit, un peu immature, se débattant avec les rapports humains. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un miroir entre les deux films? Est-ce que vous créez comme ça des généalogies un peu secrètes entre voilà, des différents films de votre propre carrière? Yes, I mean, tell me if I'm answering the question right. I think, you know, I never noticed or thought of those connections, but when you bring them up, you know, I see them. It's a strange thing to have to direct someone when they're playing some interpretation of your own kind of childhood, which happened with Rushmore. You know, Jason was playing a character that's got a lot to do with me and Owen when we were teenagers, and then to eventually find yourself directing the same person with his own 4 children, you know, with an almost 20-year-old son in the movie. I mean, I think he was 19 maybe, and it feels like so little time has passed in between, and you know. I've never quite gotten to the point where Jason is such a kind of formidable talent that we always treated him a bit like a grown-up. You know, when we were making Rushmore, he was a part of the company just automatically, and it wasn't like he was one of the kids. There were lots of kids around, you know, there were lots of teenagers around when we were making the film, playing the other students, but Jason, we didn't really think of him as one of them. He was one of us. But at the same time, he was so young, and we also still continue to think of him like this younger generation. And in fact, you know, he's older than I was when we made Rushmore, and so much has happened, and we've done lots of work together. But I can't. It feels natural in one way, this course that we've kind of taken together, and it feels very strange too. Ces liens que vous faites entre mes films, c'est assez amusant parce que moi-même je les remarque pas consciemment, mais quand vous le mentionnez, oui, je vois ce que vous voulez dire effectivement. C'est quelque chose de très particulier de diriger un jeune acteur qui, d'une certaine manière, est une certaine représentation d'une enfance qui ressemblait à celle que Owen ou moi on a pu avoir dans l'écriture. C'était ce qu'on avait écrit. Et puis plus tard, de diriger de nouveau cet acteur beaucoup plus âgé, qui a lui-même a 4 enfants, dont un fils qui a 19 ans. Ça montre à quel point le temps file, mais Jason a ce talent incroyable qui fait que dès qu'on l'a casté pour Rushmore, on l'a toujours traité comme un adulte. Il faisait vraiment partie de la troupe. Il y avait d'autres enfants ou adolescents qui étaient sur le tournage, mais lui, Jason, il était vraiment un peu dans le monde des adultes déjà. Il était des nôtres, même s'il était extrêmement jeune. Et aujourd'hui, je le vois toujours comme un acteur de la jeune génération, mais sachant qu'il est quand même plus vieux que quand moi j'ai tourné Rushmore aujourd'hui. Donc c'est un parcours qui, à la fois, ça s'est fait extrêmement naturellement, et à la fois, ça me fait toujours drôle. Tout de suite, mais sur les rapports par exemple aussi avec le docteur Lincoln Looper, interprété par Tilda Swinton, qui pouvait faire penser entre Woodrow et le docteur Lincoln Looper, entre le jeune Max Fisher et le personnage de Rosemary, aussi Cross dans Rushmore. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser. En tout cas, c'est sûr qu'il y a on l'a souvent dit d'ailleurs pour vous, cette dimension un peu d'amour blessé, impossible, quelque chose d'une mélancolie qui est là, même si le film est très drôle. Les gens, j'ai été là dans la salle pendant 1 heure, rient aussi beaucoup dans ce film. On y reviendra tout à l'heure à la question de l'humour. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension mélancolique. Est-ce que vous en avez conscience? C'est quelque chose qui peut être difficile d'en parler parce que ça fait partie de vous. Mais quand on dit que vous faites des films qui sont des comédies mais mélancoliques, est-ce que ça vous semble juste? Yes, I think, well, you know, I mean, I've never been very good at making a film about one thing, or having the film be one thing. It's always been my instinct to sort of have the film be, to juggle things. And often, and I don't think that's necessarily, it's not something I choose, it chooses me.
And so sometimes there's a scene, and the scene, you know, is it supposed to be funny? Is it supposed to be sad? Is it, how serious is it? What is it? And usually my answer is, I feel it just is what it's going to tell us what it wants to be, and usually it's not simple. And what I really think I'm talking about is the tone. I just have something that I can't seem to, that I feel I've compared it to my handwriting. It's something that's just automatic. And so the melancholic side, it's a sad comedy. It's not, I mean, there are lots of sad comedies, but it's sort of something built into me, I guess. Something about the tone of these movies. Disons que je dirais que je suis quelqu'un qui n'a jamais su faire un film sur une seule chose ou un film qui ne soit qu'une seule chose. Donc c'est toujours assez multiple, je suis comme une sorte de jongleur, mes films sont des sortes de jonglage. Et c'est pas un choix que je fais, c'est quelque chose qui me choisit. Et parfois quand je tourne une scène, je me demande est-ce que cette scène est censée être drôle, est-ce qu'elle est censée être triste ou sérieuse. Et bien au bout d'un moment je me dis c'est la scène qui va nous le dire. Et donc ce sera jamais forcément simple ou quelque chose de simple, et le ton que mes films prennent ou que je leur donne, je dis toujours, je compare toujours ça à mon écriture, c'est quelque chose que je ne contrôle pas, c'est vraiment automatique, et donc oui, ce sont souvent des comédies tristes, et sans doute que c'est parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi. Yes, you know, and strangely, the boy who plays the son of Jason's character in this movie, he was, and you know, and the relationship between him and Dr. Hickenlooper is kind of echoes the Rushmore relationship, as you say. But he also was in, you know, he's a boy, he was in Moonrise Kingdom. Jake Ryan, so he's maybe 20 in Asteroid City, but I think we had him in a movie when he was more like 6, I think. 6 or 7 maybe. And you know, he auditioned for the movie like anybody else. It wasn't like we had been saving him. He just seemed, he won the part. Even though we'd known him for all these years since he was a little boy, somehow he came into our company very early and he was perfect for it. Et le jeune garçon qui joue le personnage de Woodrow, effectivement ça fait écho à cette relation qu'il a avec, dans Rushmore également, le personnage de Max Fisher, avec cette femme plus âgée. Et donc c'est un jeune acteur, Jake Ryan, qu'on avait eu dans Moonrise Kingdom quand il était petit, il avait sans doute 6 ou 7 ans, donc il était vraiment un très jeune garçon. Il a passé le casting comme tout le monde, même si on le connaissait d'avant, vraiment il a auditionné et il est entré donc, dans cette petite troupe qui est la nôtre. Assez tôt. S'il y a quelque chose par contre qui est complètement unique dans ce film par rapport à vos autres films, qui n'a rien à voir, c'est l'aspect science-fiction qui est totalement nouveau, qui est totalement incongru, différent de tout ce que vous avez pu faire avant. Le personnage de l'alien, de l'extraterrestre, tout ça c'est évidemment une typologie de cinéma dans lequel vous ne vous étiez jamais aventuré. Est-ce que vous pouvez nous en parler de comment vous y êtes arrivé? C'est vrai que quand on pense au cinéma de science-fiction des années 50, auquel on fait référence, c'est plutôt un cinéma assez angoissant. Je pense au film de Don Siegel, The Body Snatchers, où c'est plutôt quelque chose de terrifiant, de paranoïaque. Là, on est totalement ailleurs. Voilà, d'où vous est venue cette idée et d'où vous vient cet alien, ce merveilleux petit alien? Yes, I wonder. Well, you know, Roman. I mean, when we, I think this idea of this, it's a town with this meteor crater in it. So as soon as we sort of knew where the movie was happening, and this period, there's sort of an obsession with Mars, particularly with hostile aliens. That's, in a literal way as well as a metaphorical way. That applies to America, that has something to do with America in the 50s. But Roman, did we have this alien with us from the beginning, or did the alien appear for us the same way it appeared for the characters in the movie, would you say? He appeared, as I recall, and I remember it was kind of shocking, like, can we even do this? Was the first reaction. But he appeared, in the course of just daydreaming. And without much, but it seemed like it was built into, Roman has always had a way of describing our writing process
as if that we were traveling through a forest, and that we had been here before, but we couldn't remember it. It's as if and we're saying, is this in the forest? Does this belong? It's as if the thing already exists, and you're just trying to reconstruct it. It's like you're trying to rebuild a memory of an existing thing. There's something like that. So anything to do with how did this end up in the movie, to me is usually like, it just seemed like it was already there. I also, I read Stephen King say that that something like this, I'm sure I'll be misquoting him, but he described his writing process less as like building a house and more as like digging up a house that already exists underground, unearthing a house that already has been built. Disons que quand on a eu ce décor principal qui était cette ville avec ce cratère au milieu, et donc c'est là qu'on a su un peu où on allait aller et ce qui allait s'y passer, sachant que l'époque aussi était une époque avec une obsession pour la planète Mars, pour des extraterrestres un peu hostiles. C'est aussi toute une imagerie de l'Amérique des années 50. Et donc voilà, la question de savoir s'il était avec nous dès le départ, alors il nous est apparu un petit peu comme un choc, et on s'est même un peu posé la question en disant est-ce qu'on peut y aller, on peut raconter ça comme dans une rêverie en cours d'écriture. Mais avec Roman Coppola, on décrit souvent notre écriture comme un voyage dans une forêt où on est déjà venu sans se souvenir exactement de ce qu'il y avait ou pas dans cette forêt, et on se pose en permanence la question de est-ce que ça c'était là, est-ce que c'est vraiment ça cette forêt, donc c'est comme une reconstruction de souvenirs. Et en fait, au fur et à mesure, on dit voilà, oui, ça c'était là, et je crois que Stephen King aussi décrivait son processus d'écriture un peu de la même manière, en disant qu'il s'agissait moins de construire une maison que de déterrer une maison qui était existante. Alors, le personnage de l'alien, il est animé en stop motion. Il a été créé par les mêmes personnes d'ailleurs qui ont créé beaucoup de vos marionnettes pour les films précédents, et je rappelle que demain à 15h vous venez parler de Mr. Fox à la Cinémathèque. Et est-ce que vous pouvez nous parler du lien que vous avez avec par exemple Andy Kent qui évidemment a fabriqué ces différents puppets de ses collaborateurs, et comment vous êtes, si vous pouvez nous parler de votre rapport au stop motion qui, comme je le rappelle, est une méthode d'animation très ancienne, des pionniers du cinéma, qui a parfois été un peu délaissée ces dernières années à cause des films en numérique et que beaucoup de cinéastes ne pratiquent plus. C'est aussi une méthode, j'imagine, très coûteuse, très longue, mais vous y êtes très attaché depuis les deux films. Mais outre les deux films en stop motion, Mr. Fox et Isle of Dogs, vous avez beaucoup de moments dans vos films, même en live action, où il y a des moments de stop motion, comme ici, par exemple, l'Alien, mais aussi le Big Beep Runner. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport aux expériences de stop motion animation? Well, I think anytime, for me, every time I start a movie, my toolbox is bigger than it's been before. Because when you make a movie, you find some new collaborators, and you come across some new tools, and you have some new experiences, and suddenly you kind of know how to do something else. And the course of making some animated films, when we made Fantastic Mr. Fox, I really knew nothing about how you make a stop-motion animated film. I had no background in it whatsoever, and I hadn't really even researched it. We just started. But by the time we did Isle of Dogs, we knew how to do it. Our group knew how to do it, and we formed very strong bonds with some great artists who work in that field. So then when you're telling a story, you say, well, how are we going to tell this part of the story? And there are certain places where you say, well, this could be some special effect, or maybe it's something else. And so I feel like I have this in my paint kit, when this alien appeared to us, we immediately thought it's going to be done in stop motion. But for me, that means a couple of things. It means Andy Gent, who's this great artist who we've worked with, who's extremely talented and has a rapport with our group and with me. And it also means, in the case of that one, there's an animator, Kim Kukelaer,
who is one of the greatest stop motion animators in the world, and there's only a few, there's a handful of people that are on her level, maybe like 3 or 4. And so when we made this character, it's like casting, it's like casting movie stars, there are great talents who we could say could help us bring this to life. In the case of the alien, there's also another one, which is Jeff Goldblum, which came to us pretty early as well. And for us, I mean, Andy Gent and Kim Kuchelaar, they're central to this, but the alien is really Jeff Goldblum. Oui, chaque fois que je démarre un nouveau film, ma boîte à outils, elle a grandi, elle s'est étendue par rapport à mon film précédent, et donc à chaque fois, au fil des films, on gagne de nouveaux collaborateurs, de nouveaux outils, de nouvelles expériences qui nous enrichissent. Et donc, on connaît de plus en plus de choses et on sait faire de plus en plus de choses différentes. Quand je me suis attaquée à Fantastic Mr. Fox, je ne savais absolument rien de la stop motion. Et j'avais même pas forcément fait de recherche, on s'y est mis directement. Du coup, quand je me suis mis à faire l'île aux chiens, là, j'avais une équipe de personnes expertes et on savait en plus où on allait. Et on a créé en plus des liens assez forts avec ces artistes. Après, se pose la question régulièrement quand il y a certaines parties d'une histoire qu'on veut raconter en animation ou en effets spéciaux. On se dit, voilà, est-ce qu'on fait des effets spéciaux ou est-ce qu'on fait autre chose ? Maintenant, ça fait partie de ma palette, je pourrais dire. Et quand cet extraterrestre nous est apparu dans l'histoire, on a eu envie de faire de la stop motion, ce qui impliquait plusieurs choses, c'est-à-dire de travailler avec des personnes bien particulières, donc Andy Jens, qui est un artiste de très grand talent, et qui maintenant fait partie de notre groupe étendu, et puis l'une des plus grandes animatrices au monde. Et ce sont des personnes qui font partie de notre distribution. C'est comme vraiment caster des personnes pour des rôles. C'est des personnes centrales pour nous aider à reproduire ces choses-là. Et ensuite, il y a aussi un vrai casting, puisque Jeff Goldblum, c'est lui qui joue cet extraterrestre. Pour finir sur l'extraterrestre, il semble aussi, et je trouve que c'est intéressant de le voir aussi comme ça, qui parle de la question de l'étranger, de l'altérité. C'est quelque chose qui traverse beaucoup votre œuvre. Évidemment dans French Dispatch, qui est un film vu du point de vue d'Américains vivant, on peut dire en France, même si le pays n'est pas cité, mais en tout cas dans une autre culture que la leur. Mais c'est quelque chose qui a une dimension très émouvante, je trouve, dans votre cinéma. Il y a la très belle scène dans French Dispatch où Jeffrey Wright parle à la fin avec Nescaffier de la question du pays natal, de qu'est-ce qui vous manque quand on est un étranger, qu'on a choisi un autre pays d'adoption. Je pense aussi il y a beaucoup d'autres scènes, la scène dans le Grand Budapest Hotel par exemple, où Zéro Mustapha raconte qu'il est un réfugié, qu'il a perdu ses parents. Donc il y a souvent ces questions de déplacés de différents territoires et d'étrangers. C'est vrai que l'Alien, il m'a, au-delà de la dimension un peu humoristique et chaleureuse et légère, il représente un petit peu ça pour moi, en tout cas, un personnage qui parle du rapport à l'altérité. Et vous êtes effectivement américain, vivant plutôt en Europe. Est-ce que c'est un thème très important pour vous, ce multiculturalisme c'est quelque chose d'important pour vous? Yes, and I think it's some. I would say probably it's not just that I'm interested in these themes because I live my life the way I've lived it, which is, I come from Texas, but I've found myself living far away from home for many years. But I think the fact that I do live far away from it, that I'm a kind of expatriate myself, has a lot to do with it being the kind of literature I'm interested in. I mean, in a way, I'm interested in the theme, and I've made it part of my life. I don't know which one leads the other. I think, in the case of this film, the alien is it's a sort of metaphorical kind of foreigner, but it became a kind of a big cultural motif of that period that films, in particular films, were made about aliens, aliens from outer space who really represent humans, who represent something happening in society. People feeling, people being made into aliens in their own society and all that kind of thing. That's a big part of that, 50s paranoia and xenophobia that we see represented that's, all tied in with the Red Scare, what we say in America.
But yes, and, I mean, for me, Jeffrey Wright's character in French Dispatch, that's personal for me. I do relate, like I think of A.J. Liebling, who spent a lot of time in France and wrote well about being a foreigner in France, and James Baldwin, who did the same. And I feel connected to their experience in a lot of ways. And anyway, and also, that part, Jeffrey's way of bringing it to life is quite meaningful to me, and just seems, it couldn't be more personal in a way. Oui, sans doute que non seulement ce sont des thèmes qui m'intéressent, mais ce sont pas seulement parce que c'est ma vie, moi qui ai grandi au Texas et qui ai choisi de vivre loin de là, mais si moi-même je suis aujourd'hui une sorte d'expatriée, c'est aussi grâce à mes lectures et à ce qui m'intéresse dans l'art et la littérature et ces thématiques, j'ai décidé que ça devienne ma vie. Donc en fait, c'est une question de poulet d'œuf. Est-ce que c'est parce que je m'y intéressais que j'en ai fait ma vie, ou est-ce que c'est parce que... etc. Donc c'est vrai que cet extraterrestre, c'est une métaphore de l'étranger, et dans les années 50, vraiment c'était un motif culturel de cette époque. Il y avait énormément de films sur des extraterrestres qui étaient des allégories de la situation de la société, de cette paranoïa, de cette xénophobie rampante, et puis aussi de cette chasse un peu aux communistes, de cette peur du communisme. Et la scène de Jeffrey Wright dans French Dispatch, oui, c'est très personnel, et je trouve qu'il le joue d'une façon qui est extrêmement forte pour moi, qui me parle énormément. Et également, des auteurs qui ont écrit sur la sensation de se sentir étranger dans un autre pays, notamment en France, comme James Baldwin. Donc oui, je me sens assez proche de cette forme-là, de ces sentiments-là. Pour rester sur la question du territoire, vous n'avez pas voulu tourner aux États-Unis, vous auriez pu tourner effectivement au Nevada, en Californie ou en Arizona. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez choisi de tourner à Chinchon en Espagne, et comment vous avez réussi à recréer cet environnement très typique des États-Unis, à la fois dans les formes rocheuses et dans l'architecture des diners et du motel. Voilà, je pense que ça intrigue tout le monde, c'est très fort visuellement, et on se demande effectivement comment vous avez réussi à transplanter la côte ouest en Espagne. Well, I think what happened was, we originally, the first place that I looked into as a location was in Texas, where I'm from. And it was good, but as I kind of kept researching, it was during the pandemic time, we had to wait anyway, and I kept researching, and then I found a place near Monument Valley, on the kind of border between Arizona and Utah. And I sort of focused on that for a while. And then and this is like going on Google Maps, this is all on the internet. Then I kind of wandered over to Death Valley in California, and I found a good place. For me, a key thing for making a film like this, you need your desert, you need your location, and you need a place for the company to live. And I usually say like a 4-star hotel. You don't want it. It's got to be nice enough that a group of movie stars can stay there, but you don't want a 5-star hotel, too expensive. So you need a 4-star hotel next to the desert. And I found some of those. But as we went along, I kept kind of discovering, it's a period picture anyway, so we're going to be building sets. And I was discovering more and more interesting inspirations for this design of the town, but I was also discovering more and more inspirations for the design of the rocks and the mesas and mountains around the town. And by the time we were getting close to being ready to do the movie, I had so many things that were so specific that I wanted to do that I sort of felt I need to build the whole landscape. The story is a play, it's meant to be a play being brought to life, so I thought it's right that it can be a theatrical version, although it's a great big set. I mean, it's a set that's a mile long, and these rocks that we built are gigantic and enormous, but it's a sort of a theater set. And so that's how we slowly worked our way towards finding a very good flat piece of land in Europe, next to a 4-star hotel in Spain. And it turned out to be perfect. And in fact,
you know, it's not only well, I'll let you translate that. Le premier décor que j'avais envisagé, ça se passait, c'était au Texas, l'état dont je suis originaire. Et puis pendant la pandémie, comme bon, j'avais du temps, j'ai fait pas mal de recherches. J'avais trouvé aussi un autre endroit, un lieu du côté de Monument Valley. Toujours en faisant des recherches sur Google Maps, c'était à la frontière entre l'Arizona et l'Utah. Et puis finalement, il y avait des choses qui m'intéressaient aussi à la vallée de la mort. Ce qui est important quand on veut trouver un bon décor, un décor naturel, là en l'occurrence un désert, il faut trouver aussi un endroit où toute l'équipe, toute la troupe puisse vivre pendant le tournage. Et donc je choisis en général des hôtels 4 étoiles, c'est-à-dire suffisamment bien installés pour notamment voilà, les acteurs et toutes les équipes, mais pas non plus trop cher. Et tout ça donc près d'un désert. Mais comme finalement on était dans un film d'époque et qu'il allait falloir reconstruire, fabriquer beaucoup de décors, plus j'avançais dans mes inspirations de cette époque-là et des lieux que je voulais, plus j'avais une idée précise de ce que je voulais en termes de rochers, en termes de ville, en termes de nature autour. Et finalement, à la fin, c'était tellement précis ce que je voulais que je me suis dit que j'allais plutôt reconstruire. Et comme on est en plus dans un film qui parle d'une pièce de théâtre, même si c'est un immense décor, c'est un décor qui fait 1,5 km de long à peu près, eh bien ça se rapproche quand même d'un décor de théâtre avec ces rochers gigantesques, et donc pour ça il fallait un terrain plat, et c'est pour ça que j'ai trouvé cet endroit vraiment très plat, donc en Europe, en Espagne, et donc c'était aussi près d'hôtels 4 étoiles. Une question peut-être qui est importante aussi sur la musique. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait dire, mais est-ce que vous pouvez nous en parler? On retrouve dans ce film, on pourrait dire, 4 parmi les collaborateurs les plus proches de vous, que ce soit Alexandre Desplat, que ce soit Randall Poster qui choisit les musiques préexistantes, Seu George qu'on voit en cowboy, et puis aussi Jarvis Cocker évidemment. Et alors comment vous coordonnez tout ça, et à quel moment vous avez les idées de musique? Est-ce que c'est des choses qui sont plutôt en gros avant le tournage et qui vous guident pendant le tournage, ou est-ce que c'est des choses qui viennent vraiment plutôt au moment du montage? Est-ce qu'il y a une règle? Et pour ce film en particulier, comment vous avez travaillé la bande son? Well, you know, there was some song. There's a song that plays in the opening credits. Last Train to San Fernando. This song was one of the first ingredients of the movie in general. You know, when we were writing the script, I had this thought of this song, which I knew and loved, and my daughter loves this song, Last Train to San Fernando. And that led us in a sort of direction with the music. You know, Freight Train came after. Freight Train is this great song, which we use in the movie, and it led us into this world of, I think you say, Western swing, a certain style of music. Slowly we started thinking there's music playing everywhere around this motel, and we kind of put more and more music into the film. But along with that ingredient of the period songs, we have this band we created, and the band is with our friends, you know, Jarvis Cocker. We had this song that we'd written for them to perform in the movie, and we sort of slowly pieced it together. The band is, you know, it's Jarvis Cocker, Sal George, Richard Hawley, who's a friend of Jarvis's, who helped us put the band together. He's not in the movie, but he is one of the sort of voices of the band. And then we have Jean-Yves Lozache, who's a French banjo player who played the banjo for Fantastic Mr. Fox, and we knew him for years. And so anyway, we assembled this band, and the band became their characters in the film. And they do music in the film, but they also played all through the shooting at the 4-star hotel. So every night there was this group of people, Sal George and Jarvis Cocker, and everyone making music. Also, you know, Tom Hanks, who plays Stanley Zach, and Rita, his wife, they performed. Their family performed music. There was music all the time from one person or another. And then finally, Alexandre Desplat, who's worked with me on so many movies. And he did something, most of that score is 2 notes repeated, you know, it's an ostinato of just these 2 notes. And what he did with this concept is quite mesmerizing, and, you know, Alexandre always finds something, he comes in with some surprise. And so, yeah, I think that's the whole kind of musical scope of the movie.
Alors ça a commencé par la chanson du début du film qui s'appelle Last Train to San Fernando, qui a été sans doute l'un des premiers ingrédients du film à l'écriture. C'est une chanson que j'aime énormément et ma fille aussi l'aime énormément. Donc petit à petit ça nous a mis un petit peu sur la voie. Une autre chanson, celle qui est à la fin, Freight Train, qui est aussi une très belle chanson traditionnelle. Et donc petit à petit, voilà, on s'est mis à mettre de plus en plus de ce style de western swing un petit peu dans l'idée de la musique du film, et ensuite d'en mettre aussi au motel, en injecter comme ça de plus en plus. Et après, on a mis un peu sur pied un groupe avec différentes personnes qui sont très importantes, effectivement, Sao George, aussi Richard Hawley et Jarvis Cocker, et aussi un Français, Jean-Yves Lozache, qui joue du banjo dans Fantastic Mr. Fox. Donc des gens que j'ai connus un petit peu, voilà, aussi sur des projets précédents et qui travaillent avec nous depuis très longtemps. Et tout ce groupe a joué également pendant le tournage dans l'hôtel où on séjournait. Donc le soir, il y avait de la musique qui était présente, Tom Hanks aussi et sa femme. Tout le monde jouait de la musique pendant le tournage. Et ensuite Alexandre Desplat qui compose une bande sonore à partir vraiment de 2 notes et qui arrive à faire des choses vraiment extrêmement enchanteresses à partir de très peu de choses, qui est aussi un compositeur qui est plein de surprises. Donc ça vous donne toute la palette musicale du film. Alors, merci beaucoup. Je vais peut-être passer la parole à la salle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sûrement poser des questions. Donc, il y a 1 ou 2 micros qui circulent. Vous pouvez poser votre question en français ou en anglais, comme vous souhaitez. Hello. Thank you for being here. This means so much to me, so welcome. Thank you. So throughout your films, we see a lot of interactions between adults and young adults and children, where it seems that the children are more wittier than the adults and sometimes even more profound. So my question is, when you're writing a screenplay, is there a difference between writing for children as opposed to writing for adults? Alors merci. Dans vos films, il y a beaucoup d'interactions entre des jeunes adultes et des jeunes enfants. Et où on remarque que souvent les enfants ont une certaine maturité, en tout cas ont une profondeur que certains adultes n'ont pas toujours, ils sont malins aussi. Est-ce que c'est différent d'écrire des rôles pour les enfants et pour les adultes? Yes, I think, obviously, every character you're writing, they're different. You're writing for this unique character, and you're kind of trying to figure out who that character is, and you don't necessarily know when you start writing. I'll say, when Moonrise Kingdom, that movie, there are a lot of young characters in it, and I feel like it took time for us to really feel like we were in the minds of the characters. We had to kind of age ourselves down, Roman, and we had to sort of discover the voices for the characters by going back into our own past a bit, I think. I do feel like often, I think sometimes very young people do have a certain kind of wisdom that, they can have tremendous stupidity based on their lack of experience. But sometimes their wisdom is that they're something that's simpler in their approach to their good solutions to problems are often simpler and they're direct, and sometimes there's less of a sense of their own identity, of how they want to present themselves, and instead they're just dealing with the issue directly. So there's something, that's a vague kind of thing, but there's something about that they can just be more penetrating and direct sometimes, and I find this with my daughter, who sometimes startles you with something that's quite wise, because she's someone who can be extremely reckless and even dangerous to be around. But sometimes she says something and you go, "Oh, you're right. That's right. That's the problem. Yes, I'll think about that." Yes. Alors c'est chaque personnage que l'on écrit, il faut avoir une approche différente, chaque personnage étant unique, et quelquefois on écrit un personnage sans savoir qui exactement il va être au départ.
Pour Moonrise Kingdom, il y avait beaucoup d'enfants. On a mis du temps, j'ai l'impression, avec Roman Coppola, à entrer dans l'esprit de ces jeunes personnages. On a dû un petit peu se rajeunir d'une certaine manière pour trouver leur voix. On a un peu remonté le temps jusqu'à notre enfance un peu à nous. Et c'est vrai que souvent, les enfants ont une certaine sagesse. Alors, ils ont un manque d'expérience qui parfois leur fait dire des choses moins malignes, mais en tout cas, ils ont une simplicité dans leur approche des choses. Ils proposent des choses directes, des solutions directes, sans se soucier de questions d'identité ou de représentation de comment ils vont se présenter au monde. Et donc, finalement, ils traitent les problèmes d'une façon beaucoup plus frontale. Et ça, c'est quelque chose qui est assez diffus dans la personnalité d'un enfant, mais c'est vrai qu'il y a un côté plus pénétrant. D'ailleurs, ma fille également m'étonne très souvent. C'est une jeune fille qui, par ailleurs, peut être assez casse-cou dans la vie, assez imprudente, etc. Mais parfois, elle a comme ça des perles de sagesse qui me font dire « Ah ben oui, c'est vrai, elle a raison ». Yeah, I think it's better in French even, plus frontal. I think that's better than how you say it in English, I think. D'autres questions? Hello, I have it's a big honor. First of all, thank you for being here. I wanted to ask something about the music again. How do you decide if a song must be put in the movie in its original form, or if it should be reinterpreted? Because we saw it with Cyril George in Steve Zissou, and then we saw it with Aline, the song Aline, with Jarvis Cocker in French Dispatch. Yes. So, how do you choose the songs to be reinterpreted? Comment décidez-vous, toujours la musique, comment décidez-vous si une chanson vous allez utiliser dans sa version originale ou avec une réinterprétation, par exemple Aline dans French Dispatch? Yes. Well, you know, usually if there's a song that you've fallen in love with and it's inspiring part of the movie, I want to use the real recording, the thing that I fell in love with in the first place. But in the case of Aline, we had a character who's not Christophe, who's the one who's performing this song. So I was like, I don't know how to do it. I can't call, you know, we had this made-up character called Tip Top, who's, you know, meant to be the rock star of this. And so I kind of thought we need to make our own version. But I'll say that Jarvis Cocker's version is so faithful. It's Jarvis, but who's a great musician and great performer and great songwriter. But he's staying close to Christophe, and so that's how that one came about. You know, Serge George in Life Aquatic, that was really less about the music and more about this character who's there and a presence on the set. So it was really something happening live on the set, and so his voice is there for that. Yes, you know, Christophe, the way I knew that song, I first heard that song because I was at a dinner and I was seated next to him, but I didn't know who he was. And at the end of the dinner, he was very quiet and small, Christophe. I mean, and at the end of the dinner, he went over to this little Yamaha, you know, synthesizer. And when he played the song, the whole room erupted in the chorus of Aline. And I was suddenly like, I think this guy's very famous. But then I also I loved the song. So then you know, when he came back to the table, I couldn't speak French at all, and he didn't speak English, but he could see on my face that I was very moved by it, and he was sort of like, now do you see who are you sitting next to? C'est vrai que si je tombe amoureux d'une chanson en particulier et qu'elle m'inspire et qu'elle infuse le long de l'écriture d'un film, je vais avoir envie d'utiliser forcément l'enregistrement d'origine. Dans le cas de cette chanson Aline, c'était un peu différent parce que le personnage qui la chante, qui l'interprète, n'est pas Christophe. Donc là, du coup, j'avais un petit peu un dilemme. Donc comme c'est une récréation d'une rockstar, donc on a créé une version nous-mêmes. Mais je dois dire que Jarvis Cocker, tout en étant lui-même un très grand compositeur, auteur et interprète, là pour le coup, il a beaucoup collé à la version de Christophe. Il est très proche de la version de Christophe. Dans La vie aquatique, il s'agissait moins de la musique en elle-même que du personnage et de sa présence sur le plateau. Et alors pour l'anecdote,
J'ai connu la chanson Aline parce que j'étais un soir assis à côté de Christophe dans un dîner. Je ne savais pas qui il était, parce qu'en plus il était très discret, et d'un seul coup il s'est mis au synthétiseur et il s'est mis à jouer, et là j'ai vu toute la salle en fait chanter à tue-tête. Donc là je me suis dit, ah, et ce mec doit être connu. Et en plus j'ai adoré la chanson, ce qui fait que quand il est allé se rasseoir, on a échangé un petit peu. En fait j'ai essayé, en tout cas, moi je parlais pas bien français et lui pas anglais, mais en tout cas il a vu que j'étais émue par la chanson, et je pense qu'il s'est dit, eh ben voilà, vous voyez à côté de qui vous êtes assis. Bonsoir. Hello, here. Hello. I'm so glad to be able to ask you a question. Thank you very much. Je suis allée voir votre carte blanche au cinéma Les Écoles. Vous avez choisi de projeter Daguerréotype d'Agnès Varda. Et je me demandais justement quel était votre lien avec le cinéma français, en particulier celui de la Nouvelle Vague. Je pensais aussi à la présence de la bande originale de La Nuit américaine de François Truffaut dans Mr. Fox. Voilà, j'aurais bien aimé savoir quel était votre lien avec le cinéma français. Ah oui, La Nuit américaine. Yes, of course, I forgot. That's interesting. Yes, you know, daguerreotype. That was you know, I live near, not far from. I live not in the 14th, but near the 14th, and somehow I have this feeling. You know, there's two people kind of in our quartier. They both died, Agnès Varda and Mavis Gallant, the writer Mavis Gallant, both very near where I live, and I feel some connection to them. Daguerreotype is also. It's such an unusual kind of movie because it's really just her showing the people who are within a space the size of this room is where all these people live and work, smaller than this room, I think, and it's quite a great movie, anyway, I love her, but. I guess, you know, I became interested in French movies when I was probably 15 years old because I saw The 400 Blows, Les 400 Coups, which was on, you know, VHS in our video store, and I didn't know what those words meant. I mean, I knew nothing about it. I just checked out the movie, and it was great, and it sort of led me into everything else, and I guess. You know, it's possible that that part of why I was drawn to Jason Schwartzman when we made Rushmore is because he seemed like somebody from a French movie. He seemed like somebody who could have been in a Truffaut movie. I mean, you know, he seemed like he also could have been in a Hal Ashby movie or other things, but there's something there. With the music in Mr. Fox, the Delarue, you know, we used that music first in a TV commercial, American Express commercial. And when I wanted to use this music, I was in the commercial, and I was, you know, and the whole commercial was kind of inspired by Truffaut's, you know, it's La Nuit américaine. I mean, it's kind of based on that. But I was told that in order to have the rights to use the music, I needed to meet this, you know, there was Warner Brothers and there was something else, but there was someone I had to go meet. And it turned out to be Madeleine Morgenstern, who was, you know, Truffaut's widow. And I went over to their apartment, and I met her, and I met the daughter, maybe Eva. Yeah, Eva. There was Laura, and there's Eva, and I met Eva. And Eva's daughter, who is called Luna. Yes. And they were all there. And when I went in, I sat down with them, and they were very nice. And then I realized I was in the set of Skin, La Peau Douce. Yes, La Peau Douce. And, you know, it's the apartment from the movie, which is very distinctive. You know, has a kind of panel that opens like a window inside, and I was like, oh my God, this is where that happened. And she told me, we don't love that movie. Because, you know, it's a movie. It wasn't a good family movie. But they let me have the music anyway, and so then we used it again in that film in a bigger way. But all that to say, I don't know that you know, having an exhibition at the Cinemathèque for me connects to everything I've been wanting to be a part of since before I made movies, but since when I first started really watching movies with the intention to make them.
And I don't know what it is exactly, but you know, somehow there's something that's particularly French in me. Just before translation, just saying that in Rushmore, the first club you see with Max Fischer is president of French lesson, and here also you have the French press. By the way, maybe something not explained, but the Auguste Steinbeck, it's written French press. And French Press International. It's supposed to be like Magnum. You know, it's supposed to be like Magnum, but Magnum is based in Paris, right? Or Magnum is based in Paris. And also French Press is like for the coffee, you know. Il se trouve que j'habite pas loin pas loin du 14e arrondissement, et donc c'est un quartier où on ressent encore vraiment la présence d'Agnès Varda, et en tout cas c'est quelqu'un qui est très important pour moi. Et j'ai commencé à m'intéresser au cinéma français quand j'avais à peu près 15 ans. J'ai découvert les 400 coups en VHS dans notre club de vidéo là où j'ai grandi. Et ça m'a d'une certaine manière conduit à m'intéresser à tout le reste du cinéma français. Et quand j'ai rencontré, ça a joué aussi parce que quand j'ai rencontré Jason Schwartzman pour Rushmore, j'avais vraiment cette sensation qu'il aurait pu être dans un film français de cette période-là. Pour la musique de Georges Delerue, c'est une musique que j'ai d'abord utilisée dans une publicité American Express, c'est pour avoir les droits pour cette musique. Je devais rencontrer un certain nombre de personnes et j'ai fini par rencontrer Madeleine Morgenstern, la veuve de Truffaut, et sa fille et sa petite fille également, qui m'ont accueilli extrêmement gentiment dans un appartement, et j'ai fini par comprendre que j'étais dans le décor du film La peau douce, que d'ailleurs elles n'aimaient pas beaucoup ce film, elles me l'ont avoué, mais en tout cas j'ai décidé, du coup elles m'ont donné les droits pour cette musique, et j'ai décidé de réutiliser cette musique dans un long métrage, donc de façon beaucoup plus ample. Et je suis très contente d'avoir cette exposition à la Cinémathèque parce que d'une certaine manière, je sens que ça boucle la boucle pour moi, puisque mon cinéma représente, tout ce qu'on voit, tous les éléments représentent tout ce que j'ai voulu faire, tout ce qui m'a permis de me nourrir, et depuis ma plus tendre enfance, des films que j'ai regardés, qui m'ont donné envie de faire du cinéma avant même que je fasse des films. Donc cette intention que j'avais avant même d'en faire, et je crois qu'il y a peut-être quelque chose de particulièrement français en moi, en fait. I wonder also, do you know, have many people here seen the Bertrand Tavernier? Have you seen his documentary about French cinema? Yeah, it's like a voyage of French. It's like the one Scorsese did in Italy and in America. But I mean, most people here are French. You know your cinema, but Bertrand Tavernier's his sort of lesson in French cinema is especially good. I mean, you finish that movie with a long list. Even if you've seen a lot of French movies, for me there were lots more still to see. Et Bertrand Tavernier, donc, qui a vraiment beaucoup documenté le cinéma français, donc quand on sort de son film, c'est vraiment une leçon de cinéma extraordinaire, de cinéma français, et on ressort, même si on connaît bien le cinéma français, avec une liste comme vraiment un cabinet de curiosité et de trésors à découvrir de films français. Il y a encore quelques questions avant. Oui. Là. Bonjour. J'avais une petite question. Je voulais savoir si vous pourriez, je suis là, me dire un mot sur votre prochain film, Finishing Film, qui est supposé, je crois, sortir au mois de mai. Maybe I could say it's a movie about a sort of tycoon character, like a businessman, a Euro businessman. Benicio del Toro. It's a big, is a big Benicio part. Benicio is in every scene in the movie, and that was kind of how the movie began, with the idea of a sort of Aristotle Onassis type role for Benicio. We also have Mia Threppleton, who plays his daughter in the movie, and I had not seen before, and she did a great job. She's wonderful, I think, and Michael Cera, who I hadn't worked with before, who's kind of surreally amazing. It's a story that it's a story about a big business project in a way, but it's also about this family that's kind of imploded and how they reconstruct it.
That's the new one. It's called the Phoenician scheme. I think there's probably, you know, like in 2 or 3 days there'll probably be a trailer out there anyway. Then you get a better idea of it then. Maybe it's not. Maybe it's a week. I don't know. Soon. Donc c'est un film sur un mania, vraiment un homme d'affaires avec Benicio del Toro qui sera de tous les plans. Le film est vraiment construit autour de lui et l'idée du film est née donc d'un personnage comme ça qui serait une sorte d'Aristote Onassis dans l'ampleur du rôle et de cet homme d'affaires. Et une jeune actrice avec qui je n'avais jamais travaillé, donc qui joue sa fille dans le film, et également Michael Cera qui est un génie totalement surréaliste avec qui je n'avais jamais eu l'occasion de travailler jusqu'ici. Donc c'est l'histoire d'un projet entrepreneurial, mais aussi d'une famille qui implose et comment elle se reconstruit. Donc ça s'appelle The Phoenician Scheme, et dans quelques jours, normalement, vous devriez avoir une bande-annonce. Je crois ne pas me tromper, mais c'est un film qui se passe dans les années 40 ou 50, en tout cas pas aujourd'hui. Oui, 50. Est-ce que parce que dernièrement, tous vos films se passent à différentes époques du XXe siècle, est-ce que vous avez envie à nouveau, vous croyez, de faire un film qui se passe aujourd'hui, de manière contemporaine, comme pouvait l'être La famille Tenenbaum, par exemple? Oui. Do you know, I think, I guess I'm interested in the past. You know, I'm interested in the setting of the past. There's something about the fact that a movie can be a time machine that has always intrigued me. I love to look at a place I know, a photograph of a place I know 50 years ago, 100 years ago. There's something mesmerizing about that. Every story tells you when it wants to be set somehow. You don't necessarily say, I want to do a movie set in this period, and you make the story for that. But there is something there's a certain magic about what in America they call a period picture. Je crois que je m'intéresse particulièrement, oui, au passé et je vois vraiment les films comme des machines à remonter le temps. J'ai toujours adoré regarder une photo d'un endroit que je connais bien, mais regarder une photo qui date d'il y a 50 ou 80 ans, je trouve ça assez fascinant. Et finalement, chaque histoire nous dit à quelle époque elle a envie d'être racontée, mais il y a une certaine magie au film dit d'époque. Est-ce qu'on peut une dernière question ou pas? Il y a une dernière question, alors qu'on doit quitter la... We did two. We can ask hers and the one. Why didn't we ask hers? What is your question? My question is about this amazing collection of notebooks we discover in the exhibition. Can you tell us a few words about that and the way you work with this? It's amazing. Alors, parlez-nous de cette magnifique collection de carnets qu'on voit dans l'exposition. Oui. Well, those are, yes, you know, I would say all the movies that I've made are in that box. I always have written in these certain notebooks, and it's just I happen to have kept them. So it's a strange thing, and when I put them all together, they, somewhere in New York and somewhere in England and somewhere in France, and when I finally collected them all together, I thought, I'm just maybe I'll put this, I'll loan this to the Cinemathèque and see if it's interesting. And just because everything is in there, I also, there's a lot of my own Polaroids. I used to take Polaroids during the movies, and it's, they're great souvenirs. In a way, they're irrelevant. Once you have the script typed up, these notebooks are kind of meaningless, but they're a good souvenir for us, and I was glad to include them. But you looked at them, that's good. Yes. But now that you still work and you start the movie, you have your notebooks. I still have my notebooks. Oui, en fait, tous mes films, d'une certaine manière, sont dans ces carnets. Il se trouve que je les ai gardés et j'ai décidé de tous les réunir, ceux qui étaient aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et j'ai décidé de les prêter pour cette exposition parce que c'est un peu la quintessence de mon travail. Et en plus, les Polaroids que j'aime bien voir en photo souvenir. D'une certaine manière, ces carnets deviennent un peu caducs au moment où il y a un scénario qui est écrit. Mais oui, j'ai toujours ces carnets, je travaille toujours à partir de ces carnets. Can we do the last? Are we interfering with Lubitsch now? Le problème, c'est Lubitsch, yes. Oui, c'est Lubitsch. I'll do a quick. I'll do the last question. Did the person already have the microphone? I don't know if someone has a... Ah oui. Okay. Last one.
Ouais, la famille Tannenbaum, Gene Hackman nous a quittés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre collaboration avec lui sur ce film? Well, you know, and I'll be very quick. Gene, you know, yes, we wrote this part for Gene. He didn't want to play it, and I met him, and he told me I don't like it when people write parts for what they think I should be, and he didn't want to do it, and he didn't really enjoy doing it. And I don't think he liked hearing my opinion of everything every day, but from the first instant I met him and every single moment that we were on the set together, he was perfect for this character. And as soon as I saw him walk on the set, he's very intimidating and he's powerful. He's Gene Hackman. But I just thought we were so lucky that we actually forced him to do this, because the whole movie comes out of Gene Hackman. Thank you. On a écrit pour lui, il ne voulait pas du tout le jouer. Et quand j'ai rencontré, il a dit qu'il n'aimait pas du tout qu'on écrive des rôles en fonction de ce qu'on pensait qu'il devrait être. Et je crois qu'il n'a pas tellement aimé le jouer, ni d'entendre mon avis toute la journée sur le plateau. Mais à chaque instant qu'on a passé ensemble, notamment sur le plateau, il était parfait dans le personnage. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de présence, qui était intimidant, qui était puissant. Et je trouve que finalement, c'était une chance qu'on ait réussi à le forcer à jouer ce rôle, parce que vraiment, le film, je lui dois beaucoup.